Nadège renvoue à l'état civil. Elle est en couple, elle est maman de 2 enfants. Et nous la connaissons tous et toutes sur le nom de Arike. C'est une femme un peu atypique qui a le don de nous choquer souvent sur les réseaux sociaux parce qu'elle parle sur les thèmes qui choquent. Elle utilise les thèmes qui choquent pour faire le marketing, pour attirer la clientèle. Et tellement nous réagissons sur ce choc que nous ne nous rendons pas compte en fait qu'elle est douée en marketing. Elle est multidiplômée, elle a plusieurs diplômes à son actif et elle a un institut de soins qui s'occupe de nous rendre beaux, de nous améliorer notre visage, notre corps et améliorer aussi les hommes autour de nous. Arike, bonjour. Comment Bonjour, tu vas? Olaïton, je vais très bien. D'accord. Tu m'as dit que tu es chrétienne et que tu es devenue musulmane par choix. Oui, bien sûr. D'accord, c'est une conviction qui est née de ta foi, je pense. Oui, bien sûr. Et aussi de la façon dont je voyais mon mari pratiquer sa religion. Mais je dis c'est par choix parce qu'il ne m'a pas obligée déjà. Et j'estime qu'en matière de religion, il faut être fidèle et avoir une communication envers son Dieu. Lorsqu'on fait des choix pour les autres, euh, quand ça capote avec les êtres humains, il ne faut pas que ça capote avec Dieu. Donc, il faut faire les choix pour soi-même et pour Dieu, afin de bien les faire. D'accord. Nous allons parler un peu de ton parcours scolaire et universitaire. Donc, tu as eu un BTS d'abord, tu as eu un parcours normal comme tout le monde. Tu es allé à l'école, maternelle, primaire, tu es allé au collège, tu as eu quel bac? Le bac B. Waouh, waouh. Et tu as décidé de t'orienter dans quoi après le bac? Après le bac B, bon, je voulais faire comme tout le monde. J'avoue qu'à l'université, je n'ai pas fait un choix objectif. Okay. Je me demandais qu'est-ce qui allait dans le sens de mes études. Je ne pouvais pas faire comptabilité gestion parce que je n'ai pas eu un bac G. Voilà, donc je me suis dit, j'avais le choix entre ressources humaines, communication, donc je suis allée vers les ressources humaines simplement comme ça, sans vraiment analyser les tenants, les aboutissants et tout ce un que peu ça peut comme me la permettre plupart de des faire. enfants, en fait. Ça, On a fait une série ça. littéraire, on s'est dit, bon, je n'ai pas trop le choix, je ne peux pas être juriste. Mais pourquoi tu n'as pas pensé à être juriste? Je voulais pas aller sur le campus. Ah, ok. J'avais peur de la vie. Du campus, de la Du campus, difficulté. tout ce que j'entendais dire autour du campus m'effrayait énormément. Ah oui, parce que les amphithéâtres étaient bondés et il y avait tellement de difficultés à réussir que tu as préféré t'orienter vers une université privée, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et ton premier diplôme universitaire, c'était lequel? Un BTS en gestion des ressources humaines. En gestion des ressources humaines. Après ce BTS, tu as continué à étudier ou tu as fait une pause pour travailler d'abord? Est-ce que je me rappelle? Non, je pense que j'ai continué. L'année qui a suivi, je me suis inscrite en licence parce que dans mon université, il n'y avait pas la licence qui était reconnue par l'État. Donc, j'ai changé d'université pour passer la licence. Mais là, ça, c'est toute une autre histoire. En gestion des ressources humaines, j'avais mon professeur de management qui me disait, Nadège, je te vois plus communicatrice. Tu parles bien, tu sais captiver les gens, tu n'es pas destinée aux ressources humaines. Je te proposerais d'aller vers la communication et le marketing. Et je lui en ai voulu. J'ai même parlé de ça sur un de mes posts parce que je me suis dit, bon, lui est qui pour m'imposer ce que moi je dois faire? Mais dans ma tête, comme la nuit porte conseil, peut-être, je me suis dit, bon, essayons voir. Peut-être qu'il a raison aussi. Donc, je suis allée en communication. De la gestion de ressources humaines, tu t'es inscrite en licence en marketing et communication. C'est ça. D'accord. Donc, tu as une licence de marketing et communication et tu as décidé que ça ne te suffisait pas, qu'il te fallait avoir un master. Oui. Et cours de théâtre, tu allais faire un master en quoi? En gestion de ressources humaines. Mais comment se fait-il que tu as une BTS en gestion des ressources humaines? Tu te débranches en marketing et communication et tu repars encore en gestion des ressources humaines. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Parce que j'avais déjà commencé par travailler à l'aéroport de Cotonou, où j'étais assistante en escale. Et dans mes perspectives de carrière, je me disais, dans le secteur dans lequel je suis, la communication et le marketing ne vont pas me servir. Donc, je préfère repartir vers les ressources humaines pour avoir de meilleures opportunités dans la carrière dans laquelle j'étais déjà lancée. Je n'avais pas d'envie de changer de carrière. Donc, je me disais, je fais la gestion des ressources humaines. Après, je peux avoir des promotions et un diplôme en gestion des ressources humaines me sera plus utile pour cette promotion.
Et donc, après tes études, tu as travaillé à l'aéroport de Cotonou. Oui. Tu peux nous expliquer un peu le poste que tu as occupé là-bas? J'étais assistante en escale pour la seule société d'assistance en escale dans le temps. Et ça consistait à enregistrer les passagers, les bagages, vous dire bienvenue à Cotonou, bon voyage, vérifier les cas d'embarquement, assister les personnes à mobilité réduite, les personnes à mobilité réduite, en chaise roulante, les mères, les femmes enceintes, voilà, toutes les personnes qui ont besoin d'assistance. Et tu as fait 6 ans à l'aéroport? Oui, environ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'aéroport? Parce que tu m'as dit que après l'aéroport, tu t'es retrouvé un peu à faire un choix de carrière qui après, en fait, t'a fait te retrouver à l'institut. Donc, tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Alors, j'ai ressenti le besoin de faire une pause dans ma carrière. J'ai pris une mise à disponibilité pour faire une formation pratique en gestion des ressources humaines avec Talent Plus Côte d'Ivoire. Après, j'ai voyagé, j'avais des opportunités pour travailler dans une société d'escale, d'assistance en escale à Dakar, mais il y a eu l'avènement du Covid. Avec l'avènement du Covid, le secteur aéroportuaire a été paralysé. Il n'y avait plus de vols, donc il n'y avait plus de possibilités de recrutement. Et il y a eu des emplois qui ont été supprimés, chômage technique, après chômage définitif. Donc, je ne pouvais plus être engagée vu que les avions ne volaient pas. Et tu étais au Sénégal en ce moment-là ou en Côte d'Ivoire? Non, j'étais en Côte d'Ivoire, après j'étais aux États-Unis. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour. Et tu t'es retrouvée comme ça, sans emploi. Voilà, sans emploi, sans perspective, sans opportunité, tout s'est arrêté. Wow. Et comment est né le désir de créer un institut pour les soins du corps et pour la beauté? Les soins du corps ont été toujours ma passion. J'ai toujours aimé prendre soin des gens, prendre soin de mon mari. Dans le temps qu'on était plus jeune, je faisais des masques, je voyais les tutos sur YouTube, je faisais les masques, je posais sur son visage ou sur mon visage, ou je m'occupais de mes proches, mais je ne me voyais pas en train de travailler dedans parce que en Afrique et au Bénin, lorsqu'on a des diplômes, les parents voient mal le fait de se diriger vers ce genre d'activité. Ils se disent que c'est des sous-métiers en fait, que tu as des diplômes, tu dois finir dans un bureau jusqu'à la retraite. Avec le climatiseur. Voilà, avoir ta pension de retraite, On est vraiment... Dans les cases en fait. Dans les cases en Afrique. Donc, c'était un peu compliqué pour moi d'en parler à mes parents, de dire que je veux aller vers les soins du corps. Mais j'en ai parlé à mon mari. Et lui, il était 100% d'accord, 100% avec moi. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai tout fait dans le secret, absolument tout, jusqu'à l'ouverture de l'Institut. C'est-à-dire que tu as loué le cadre, tu as engagé les gens. Absolument tout dans le secret. Personne ne savait à part lui. Donc, c'était une grosse surprise. Jusqu'à 1 an après l'ouverture, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas que c'était mon institut. Ils pensaient que soit je travaillais avec la personne ou je communiquais pour une personne, mais parce que c'est vraiment aberrant pour les gens ou surprenant pour les gens que je passe de l'aéroport à un institut de soins. Il y a beaucoup de personnes qui prenaient ça pour un échec. Beaucoup de personnes prenaient ça pour un échec. Il y a beaucoup de personnes qui me consolaient, je vais dire, quand ils venaient, ou qui me soutenaient parce qu'ils se disaient... en fait, c'est comme si tu n'avais pas trouvé d'autres débouchés. Un petit jeton. Waouh. Ah, mais bon. Moi, j'étais convaincue de ce que je faisais. Et puis voilà. Et j'avais la bonne personne pour me soutenir et pour m'aider dans mon projet. Et est-ce qu'avant de lancer l'Institut, tu as fait une formation avant ou c'est juste tu t'es basé sur les tutos que tu savais faire? Non, j'ai fait une formation. Il y a des soins pour lesquels j'ai fait des formations en ligne parce qu'il n'y avait pas de formation pour ça à Cotonou. Et puis il y a des soins classiques, j'ai fait une formation pour ça. Ok. Et quand tu as créé l'Institut, tu nous as dit que c'était un peu dans le secret, mais les parents ont réagi comment?
par rapport à ça quand ils ont appris la nouvelle? Ils étaient surpris. Ils étaient très surpris. J'en ai parlé à maman au premier. Elle était surprise. Elle est venue. Mais elle a fait les bénédictions. Oui. Elle a fait les prières. Et pareil pour papa aussi. Aujourd'hui, ils font partie de mes meilleurs clients. Ah oui, Et de ils ceux sont qui me réguliers. recommandent le mieux. Mais ils n'aiment pas payer pour le soin. Ah, je pense que les parents se disent qu'on leur doit au moins ça en fait. Et ils doivent payer, hein, comme tous les autres Oui. clients. Nous allons parler un peu du support que tu as eu quand tu voulais lancer les soins, c'est-à-dire ton mari. Donc, de l'importance en fait d'avoir un bon partenaire de vie. Nous allons aller dessus doucement avant de revenir encore sur l'Institut. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut conseiller à une femme dans ta situation ou en général, comment se trouve le bon partenaire? Comment faire pour trouver en fait quelqu'un qui vous soutient? Ou est-ce qu'il faut juste se marier? Parce que je me dis que si tu n'avais pas eu ce soutien, sûrement que tu n'aurais pas créé cet institut. Donc, comment ça se fait en fait? Comment on trouve de bonnes personnes comme ça? Parce que ça nous rassure qu'il y a de bonnes personnes à côté de nous et dans le monde entier. Donc, je ne sais pas si je suis bien placée pour, pour répondre à cette question, pour donner de conseils de couple, parce que moi, j'estime que j'ai de la chance. C'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 18 ans. Donc, on n'avait pas commencé en sachant que dans le futur, on allait se soutenir mutuellement dans nos carrières. Donc, on a mûri, on a eu nos expériences de vie. Et je pense que c'est une bonne personne qui a eu une bonne éducation, qui a eu un modèle de femme. Je pense à sa mère, ma belle-mère, que j'aime beaucoup. Et je pense que ce modèle lui a appris à soutenir les femmes en général. Donc, il le fait vraiment aisément. C'est pas le genre d'homme qui éteint la lumière de sa partenaire. C'est la première personne qui me dit « je suis fière de toi ». Chaque fois, à chacun des petits pas que je fais, qui dit « je suis fière de toi ». Je suis fière de toi, c'est vraiment une expression qui revient souvent. Wow. Et il y a beaucoup d'idées que j'ai. Et lorsque je lui soumets ces idées et qu'il me donne son avis, je vois qu'il a un regard un peu plus approfondi sur ce que moi-même je veux faire. Wow. Il me donne des idées. Il m'oriente. Il me dit, mais tu peux faire comme ceci, tu peux faire comme cela. Même par rapport à ma communication, quand je veux aller un peu dans les extraits, il dit, on va recadrer comme ça parce que, par exemple, sur WhatsApp, tu as tel public, sur Facebook, tu as tel public, sur tel réseau, tu as tel public. Donc, il faut savoir adapter ta communication à ceux qui te suivent, etc. Il est mon mari, mon combat, quoi. Oh, wow. Du coup, nous qui n'avons pas encore ce genre de combat, on est totalement gênés. Il faut avoir le bon combat dans la vie. Ah, c'est mon seul combat. Que Dieu nous aide à avoir le bon combat. Amen. Donc, ce que je comprends en fait des invités que je reçois, c'est qu'il est important le background de l'homme qu'on épouse. C'est-à-dire le milieu dans lequel il a grandi. Parce que l'invité de la dernière fois aussi m'a dit la même chose. Il a dit, mon mari aime sa maman et sa sœur. Et cet amour qu'il a pour elle a rejailli sur moi et lui a permis de plus m'honorer, de plus me soutenir. Donc, est-ce à dire qu'en fait, quand tu rencontres un homme... Je pense que c'est une suite logique, en fait. Quand tu as un homme qui a été élevé dans le respect de la femme, c'est normal qu'il respecte la femme qu'il a. Comment est-ce qu'on dit? Causalité ou bien comment est-ce qu'on dit? C'est une suite logique. Bon, à mon avis. Après, je ne suis pas experte en relation de couple. Je suis experte en gestion des ressources humaines, mais pas en relation amoureuse, en relation de couple. Non. Donc, les experts nous donneront les avis. D'accord. Donc, par rapport à l'Institut de soins, quand tu l'as créé, nous avons remarqué, en tout cas, nous, on t'a connu sur Facebook par la virulence de tes posts. Je me rappelle encore, je pense que c'était en 2021 ou 2022, où tu honorais littéralement les teasers. C'est-à-dire, à la limite, je pense que les gens se sont demandé, mais cette dame, elle doit être une teaser, parce que la manière dont elle défend les teasers, il n'y avait qu'une seule teaser qui pouvait défendre autant les teasers. Mais alors, d'où est venue cette idée d'avoir une orientation aussi provocatrice dans ta communication? Bon,
je pense que j'en ai parlé ou j'en parle souvent dans mes statuts. Ma communication est beaucoup basée sur les situations que je vis à l'institut. Ok. Beaucoup basée. Il y a beaucoup de choses que j'écris, que je dis, les gens pensent que c'est tiré par les cheveux ou ça sort de nulle part, mais non, ça ne sort pas de nulle part. Il y a eu une graine qui a fait germer cette idée en moi, en fait, de Chisa, de titulaire. C'est parti d'une situation où la Chisa du monsieur aimait prendre soin d'elle, en fait, contrairement à la titulaire. Et je les connaissais toutes les deux. Wow. Donc, je me dis, bon, si elle aime prendre soin d'elle, le monsieur investit en elle, mais la titulaire n'aime pas ça. Donc, son argent va ailleurs, en fait. Son argent va chez les Chisa. La communication autour des titulaires et des Chisa n'était pas pour faire la promotion des Chisa. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris ça de travers. Mais les personnes intelligentes ont quand même compris ça dans le sens dans lequel je voulais partir. C'est vrai que ça a choqué beaucoup de personnes, mais je dis ce mois de février 2021 a été l'un de mes meilleurs mois. Wow. En matière en termes de revenus. Oui, en termes de revenus. Wow. Les titulaires sont venus, j'espère. Les titulaires sont venus. C'était vraiment dans la bonne ambiance. Et les Chisa se sont identifiés en moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais parce que tu les défendais. Elles ont trouvé, genre, le porte-drapeau, littéralement. Le marraine, j'ai pas compris. Mais ce qui est sûr, elles sont devenues mes meilleures clientes. Wow. Et jusqu'à présent, elles sont mes meilleures clientes. Wow. Parce qu'elles prennent soin d'elles. Mais tu peux nous parler un peu des soins que tu fais et des soins que tu proposes. Est-ce que c'est orienté seulement femmes ou orienté hommes et femmes? Non, en fait, l'institut, il y a la partie soins du corps, il y a la partie événementielle. La partie soins du corps, il y a les soins classiques, soins de visage, pédicure, manucure, qui peuvent être mixtes pour hommes et pour femmes, massage, gommage pour hommes et pour femmes. Maintenant, il y a les soins intimes, vajacial, uniquement le fait aux femmes, bout facial, le soin des fesses, uniquement aux femmes, le lifting colombien, uniquement aux femmes. Donc, il n'y a aucun homme qui a voulu améliorer la qualité de ses fesses. Non. Et aucun. Non. Donc, c'est vraiment les femmes qui luttent pour avoir des fesses impeccables. Qu'est-ce qu'un homme a fait avec elle? Non, mais un homme avec de belles fesses aussi, dans un pantalon, c'est souvent joli à voir. Bon, je sais pas. Ils y pensent à peut-être. Je sais pas s'ils ont des tendances. Je sais pas trop, mais là, j'ai pas encore eu de ce genre de clients. Voilà. Dans ce sens. Maintenant, il y a la partie événementielle qui fait les surprises pour les anniversaires avec Saxo, les demandes en mariage, les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles, de Cotonou vers les villes de la sous-région et des villes de la sous-région vers les villes du Bénin. Wow. Et comment cela Est-ce que tu as, sur le plan en termes de vie de jeunes filles, de garçons, est-ce qu'il y a assez de clients? Parce que je ne sais pas si c'est une pratique qui est assez répandue et connue au Bénin. C'est connu au Bénin, mais les gens, ils aiment faire beaucoup de choses, pas amateurisme, ou le faire entre eux, entre amis, en famille, ou ils organisent des choses entre eux. C'est juste pour ça. Sinon, ça, les gens connaissent. Les gens sont plus portés vers tout ce qui se fait à l'extérieur. On aime copier tout ce qui se fait à l'extérieur et voilà, pour le faire bien, il faut me contacter moi. Ou il faut contacter les professionnels de la profession. Voilà. Mais en matière d'événementiel, on a plus de demandes du côté des surprises. D'accord. Pour le moment. Je sais que tu fais des bouquets de billets. Ouais. Et je sais qu'il y a eu un temps aussi une controverse par rapport à ces bouquets de billets. Les gens se sont dit que oui, je ne peux pas payer autant d'argent pour offrir un bouquet parce que le montant peut-être pour la formation du bouquet est un peu élevé. Et que certaines personnes se disent mieux, tant qu'à payer pour offrir un bouquet, mieux je remets l'argent à la personne à qui je veux l'offrir. Et je voudrais savoir la particularité et en tout cas ce qui différencie le fait par exemple de remettre de l'argent en main propre à quelqu'un ou de lui offrir un billet d'argent, surtout par rapport aux réactions de ceux qui reçoivent cela. Déjà, ceux qui se plaignent, je pense qu'ils ne sont pas la cible. Parce que tout le temps, on a de la demande. Dans ce sens, tout le temps, les gens commandent. Donc, ça veut dire qu'ils aiment ce qu'on fait et qu'ils aiment la surprise, l'effet que ça apporte. C'est facile de faire un mobile money
de donner de l'argent dans une enveloppe, mais ça ne crée pas la même émotion. Parce que faire les bouquets, c'est vraiment un art. C'est beau. Le rendu, le visuel est beau. Ça dépend du montant, ça dépend du modèle choisi. Et quand on apporte ça aux gens, on voit comment leurs yeux brillent. Et puis, ça ne coûte pas si cher pour le temps qu'on investit dedans et pour tout l'amour qu'on met dans la création et la réalisation des bouquets. Donc, ça prend beaucoup de temps Oui, de ça peut réaliser prendre les bouquets. entre 4 heures et 4 heures. Ça dépend Wow. de la complexité du modèle. Wow. Et il y a aussi des clients qui changent d'avis. Non, on finit le modèle. Non, je veux pas ça. Je veux qu'on améliore comme ceci. Je fais comme cela. Mais Ça les prend billets plus sont de déjà temps. froissés en ces dessins. Est-ce que ça peut encore reprendre une En autre tout fois? cas, on respecte les billets. Les billets sont traités de façon très délicate pour faciliter Déballage le après? déballage à la personne sans déchirer les billets. Wow, ok. Donc, par rapport à ton parcours en tant qu'esthéticienne, c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas. Est-ce qu'on peut un peu parler des bas que tu as eu, des épisodes vraiment où ça a été un peu difficile, surtout les débuts, et de comment est-ce que tu as pu améliorer et remonter doucement la pente? Les bas. Bon, moi, je pense que chaque comment je vais dire, mauvaise chose qui nous arrive, c'est pour nous faire nous rediriger autrement, en fait. Ok. C'est comme ça, moi, je considère les bas. Donc, je ne prends jamais ça négativement. Je suis quelqu'un de très positif. Donc, au début, la concurrence me faisait peur parce que j'ai installé l'Institut dans une zone où, dans le temps, il y avait près de 14 salons de soins, d'instituts de soins de beauté autour de moi à Agla. Pour ceux qui connaissent Agla, ils savent que quand on quitte Godoy Magasin à Adjara, il y a des instituts à gauche, à droite. Sur le goudron de Akokbato, il y en a à gauche, à droite. À Filosé, il y en a. Donc, c'est pas ce qui manque dans la zone. Exactement. Et ça fait que je me suis dit, il faut quand même que je me démarque de tous ceux qui m'entourent et de toutes les personnes qui proposent la même chose que moi. Comment il faut faire? J'ai pensé à la communication. C'est déjà ma formation de base. Et je me suis rendu compte que les instituts de soins à Cotonou ne communiquent pas assez, ne font pas connaître ce qu'ils font, n'éduquent pas la population sur ce qu'ils font. Et il faut dire que les Béninois n'étaient pas très consommateurs de soins du corps. Je ne vais pas être humble. J'ai éduqué les Béninois dans ce sens. J'ai vraiment été très active sur les réseaux sociaux pour parler de soins du corps pratiquement tous les jours, tous les lundis avec la bonne nouvelle du lundi. Tous les jours, ma communication, c'était pour donner des astuces, poser des questions sur comment est-ce qu'ils prennent soin d'eux, les amener à s'intéresser aux soins du corps. J'ai fait ça et ça a rendu beaucoup. Et ça a rendu service à d'autres instituts. Parce que là, maintenant, ça a amené beaucoup de personnes à plus communiquer autour de leurs services. Quand on parle de Vajacial, c'est sûr qu'il y avait des gens qui proposaient ce service avant que je m'installe à Cotonou. Mais le fait que le Béninois soit pudique fait que ces personnes ne communiquaient pas autour du soin. Moi, je suis venue, je me suis dit, ça parle de pubis, c'est rien d'extra. Donc, il faut communiquer. Ça aide les femmes à prendre soin de leur pubis. Les hommes, vu que tu traites du soin du corps, qu'est-ce que tu peux en dire sur la propreté? Est-ce qu'il ne faut pas créer peut-être des trucs pour vraiment orienter les hommes sur la propreté de leur pubis aussi et de leur hygiène, je veux dire hygiène sexuelle en griffe? Si le combat que je menais sur l'hygiène des hommes portait son fruit, peut-être que j'allais penser à ça. Mais ce serait une perte pour moi déjà. Parce que j'ai remarqué que les hommes sont les moins réceptifs aux messages que je passe. Il y en a qui prennent soin d'eux, qui viennent faire les épilations, les essais qu'on propose, la pédicure, manicure pour ne pas avoir les ongles bizarres qui débordent et tout. Il y en a qui viennent faire les gommages et il y en a qui viennent faire les soins de visage pour ne pas avoir le visage trop gras ou rempli d'acné
etc. Mais il y a des instituts qui proposent des soins du pubis pour les hommes aussi, quand même. Donc, je pense que ceux qui sont vraiment intéressés doivent savoir comment avoir les bonnes adresses. Parce que quand on veut quelque chose réellement, on cherche, on s'arrange pour avoir l'adresse pour ça. Mais quand même, à l'Institut, je dirais que ma clientèle est composée de 15% d'hommes et 85% de femmes. Donc, c'est vraiment une marge très minime qui voudrait que je fasse un recrutement parce qu'en toute chose, il faut penser à la rentabilité. Si je recrute des esthéticiens ou que je fais des formations et qu'après, ils ne viennent pas, c'est moi qui paie qui fait une perte, qui paie les salaires pour ne pas avoir des bénéfices en retour. Donc, en fait, on note que les femmes sont plus portées à prendre soin d'elles et que les hommes ne trouvent pas ça si nécessaire. C'est ça. Les hommes ne trouvent pas nécessaire de prendre soin d'eux, mais ils trouvent important ou vital que les femmes prennent soin d'elles. Et ils sont même prêts à payer, en fait, pour que leur femme ou leur maîtresse soit belle et brillante. Les femmes et les maîtresses. Ah, les deux. Donc, ça dit qu'il y a des hommes. Ce sont les femmes, les titulaires qui ne veulent pas venir. C'est pas les hommes qui ne sont pas prêts à payer. C'est souvent elles qui trouvent que c'est une perte d'argent. Pour le mari, qu'on peut investir ailleurs. On peut investir cet argent dans la popote, les projets de construction de la maison, etc. Elles préfèrent se négliger pour permettre à l'homme d'économiser, pour faire ça. Mais cette économie, l'homme va remettre à la tisa pour qu'elle prenne soin d'elle. Donc, elles perdent en fait. En fait, c'est ça. Et en fait, je me rends compte que une femme qui ne prend pas soin d'elle a plus de chances en fait que son mari finisse avec la tisa. Alors que dans le but, c'était qu'elle cherchait à faire des économies à son mari. À son mari, c'est ça. Mais lui tombe amoureux en fait du pubis propre en fait. Non, mais tout ce qui est bien entretenu attire. Oui, ça c'est vrai. Une femme, lorsqu'on la voit et qu'on remarque qu'elle prend soin d'elle, qu'elle a une bonne odeur, qu'elle met un bon parfum, qu'elle a une bonne tenue, de belles chaussures, une belle coiffure, qu'elle a une belle peau, ça attire les regards. Même quand tu es à la maison et que tu prends soin de toi, ça, l'homme, tu sais même pas comment il fait pour se débrouiller, gagner plus d'argent sans que tu ne lui fasses des économies. Faut pas lui faire des économies. Mais alors, parlons des cas des femmes qui, nos mamans, en fait, parce que c'est nos mamans, nos sœurs, où quand tu rentres à la maison, en fait, on arrache la perruque, on dépose ça quelque part, on prend le pagne, on attache, et puis on se dit que bon, je fais ça pour, et comment on appelle ça? Bon, je suis à la maison. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de femmes africaines ne ressentent pas voilà, l'utilité ou la pertinence de prendre soin d'elles à la maison. Et comment on peut expliquer ça? Je pense que c'est la routine, le travail, le stress avec les enfants qui mène à tout ça. Mais quand on est bien organisé, je pense qu'on trouve toujours le temps de prendre soin de soi. Moi, je suis maman et je m'organise de sorte à quand même ne pas ressembler à une folle débraillée à la maison. En fait, je m'organise. C'est que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Quand tu as des enfants qui crient quelque part, tu dois faire la cuisine et tu dois gérer aussi ton mari. Oui. Mais comment on s'en sort? C'est pas évident, mais il faut juste s'organiser, être planifié. Ça répartit. Moi, je répartis mes journées. Chaque tranche d'heure, je sais ce que j'ai à faire. Et quand j'ai un bout de temps, bon, qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel, j'ai l'institut, je sais que je fais mes soins une fois par mois, je trouve le créneau pour ça, comme si je me donnais rendez-vous à moi-même, à l'institut. Et puis, voilà, à la maison, je fais la sélection de vêtements à porter chaque jour. En début de semaine, je classe ça déjà, ce que je dois porter à la maison pour ne pas trop ennuyer monsieur ou qui ne voit pas trop la même chose plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui font déjà la sélection de ce qu'ils vont porter pour aller au boulot, pour sortir. Mais là, toi, tu fais la sélection de ce que tu vas porter à la maison. Oui, parce que quand tu portes un truc, tu fais la cuisine, à quoi tu transfères dedans. Et tu reportes le même truc le lendemain. Tu reportes le même truc sur toute la semaine. Même si tu es propre n'importe comment, tu te parfumes n'importe comment, la sueur laissée dans l'habit va indisposer la personne en face de toi. Et j'ai des enfants qui sont tellement regardants qui disent maman, non, je ne veux pas que tu reportes ça pour m'amener à l'école. Je ne veux pas que tu reportes ça. Tu as déjà porté ça hier. Donc moi-même, ça me motive à
a fait cette classification, en fait. Wow. Et je voudrais aussi soulever peut-être le cas de certaines femmes qui sont, je vais dire, femmes au foyer, qui n'ont pas vraiment une activité et qui sortent ou qui vont travailler. Donc, leur mari rentre. En fait, le mari sort, il les voit, il revient, il les voit. Comment, dans ce genre de situation, euh, ne pas rentrer dans la monotonie, dans l'habillement? Parce que, en fait, je me dis que rester à la maison, c'est quelque chose de plus pesant que d'aller travailler. Parce que là, Oui, clairement. toutes les tâches pèsent sur toi. Et dans ça, comment arriver à sortir de la monotonie? Je pense qu'il faut se réinventer chaque jour. Et pour ça, chaque personne a son astuce. Mhm. Les gens sont différents. Ok. Toi, tu es différent de moi. Ce que tu fais pour te réinventer, peut-être mettre des encens dans la chambre, mettre un parfum ou une brume dans les cheveux, c'est peut-être pas ça que moi je fais. Peut-être moi, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je préfère dresser la table d'une façon aujourd'hui, changer d'assiette demain, changer de nappe après-demain pour amener toujours un truc nouveau dans l'environnement dans lequel je suis, en fait. Donc, ça varie d'une personne à une autre. À chacun de trouver comment se réinventer par rapport à lui-même et par rapport, enfin, on parle des femmes par rapport à elle-même et par rapport à l'homme qu'elle a en face. Et c'est pas un travail uniquement pour les femmes. Ok. C'est un travail pour les deux. Pour le couple, pour le couple, pour l'homme et pour la femme. Parce que de la même façon, les hommes peuvent s'ennuyer de la routine avec la femme. De cette même façon, les femmes aussi peuvent s'ennuyer de la routine avec les hommes. Et donc, comment dans ton couple tu te gères? Parce que tu as dit que tu as 2 enfants. Ils sont encore tout petits ou bien ils sont déjà un peu grands? 7 et 4 ans. Ok, 7 et 4 ans, ça va. Il y a un qui est déjà... Bon, ils sont plus ou moins autonomes. Oui. Mais comment est-ce que tu gères le couple? Parce qu'ils sont encore jeunes. Il y a les courses, l'école, revenir de l'école, le suivi des cours. Est-ce qu'ils ont lu les leçons révisées? Et est-ce que... Et après, il faut s'assurer qu'ils aient mangé. Il faut que s'assurer que ton mari a mangé. Et toi, tu as ton boulot. En plus, tu es de profession libre. Donc, des fois, tu peux être retenu plus tardivement à l'institut. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Parce que je sais que tu participes aussi à des événements. Donc, comment tu arrives à gérer cette vie de mère, femme, entrepreneur, épouse? Et trouver surtout du temps aussi pour toi faire ce que tu aimes. L'organisation. Wow. C'est un défaut parfois parce que je suis trop organisée. Je tiens un agenda pour tout ce que je fais. Mais vraiment, quand je dis je tiens un agenda pour tout, c'est que là, je suis venue chez toi. On avait rendez-vous à 14h. Oui. Quand je savais que j'aurais 15 minutes de retard, j'étais écrit et j'ai déjà planifié ma journée en conséquence. Je sais qu'à une certaine heure, je dois quitter ici, faire les activités aux enfants, faire un tour au boulot pour faire le point, etc. Donc, mes semaines sont déjà planifiées à l'avance. L'inconvénient avec ça, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les imprévus. Quand il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans mon agenda, ça me chamboule. Je peux refuser des rendez-vous parce que je n'ai pas mis ça dans mon agenda. Je peux refuser de participer à des événements parce que j'ai déjà mis autre chose sur l'heure et je ne peux pas décaler. Donc, je suis très planifiée. Le matin, je sais à quelle heure on doit se réveiller, préparer les enfants, faire le petit déjeuner, les amener, passer au boulot, travailler. Mes journées de travail finissent souvent à 17h30. Je vais chercher les enfants. Ça fait que j'ai un souci avec mes clients quand ils disent je veux te voir toi-même à 19h. Je dis non, c'est pas possible. Si vous voulez me voir, c'est de 8h à 17h. Et on ouvre tous les jours du lundi au dimanche. Donc, si un client veut me voir, il sait par contre que le samedi et le dimanche, je peux être là au-delà de 17h30. Donc, il va peut-être arranger son agenda en conséquence ou passer me voir à l'heure de la pause, etc. Et j'ai formé mon équipe de sorte à ce qu'elle puisse travailler sans moi. Parce que je ne suis pas appelée à être là sur place tout le temps. Je peux voyager, je peux avoir des urgences sanitaires et tout avec les enfants. Donc, je ne vais pas être là tout le temps. Donc, elles sont vraiment professionnelles. Elles font bien le travail. Donc, je suis très organisée, très planifiée. J'écris tout, je note tout. Je sais tout ce que je vais faire en fait. C'est pas évident quand on n'a pas commencé tôt et quand on n'est pas habitué. Mais ça aide énormément d'être organisé, de tenir un journal, un agenda pour chaque détail, chaque aspect de notre vie professionnelle, familiale.
Moi, je ne peux pas. Hein. Il faut essayer. Je peux pas Il y a du tenir bon dans ça. l'agenda. Il y a du bon. Je Il faut sais que beaucoup de ça peut discipline être pour ça. agaçant parce que il y a des gens qui me disent, tu ne fais rien de façon spontanée. Mhm. Je dis parce que le spontané me dérange. Je ne me sens pas à l'aise dans le spontané. Wow. Je suis très carré. Une de mes expressions préférées, c'est tout est carré. Wow. Mais il faut que tout soit vraiment carré tout le temps. Moi, je ne peux pas. J'avoue, je ne peux pas. Tenir un agenda et Mais- être très strict, je ne Mais pense quand pas tu que ne je fais puisse. pas ça, tu te sens très vite débordé Oui, chaque fois. ça c'est Très vrai. vite. Parce que tu ne sais plus quoi faire avant quoi. Tu Mhm. fais tout en même En temps même temps. et ça te fatigue. Moi, Mais je je me sais dis que que les femmes sont multitâches, c'est ce qu'on nous dit. oui, elles sont multitâches, mais on est des êtres humains. C'est On vrai, a on une s'épuise énergie aussi. aussi qui peut être épuisée. L'énergie que tu as à 8 heures, ce n'est pas la même énergie Ah que oui. tu as à 19 heures. Et si moi, par exemple, je sais que la cuisine, je fais plus la cuisine le week-end. Je fais beaucoup de repas Mhm. que je mets là. Au Ensuite, il frigo. n'y a que des accompagnements à faire. Donc, je passe moins de temps en semaine À la à cuisine. la cuisine. J'investis mon temps dans autre chose, les activités des enfants, les leçons, le boulot, voilà, les jeux, réguler le temps de la télé, m'occuper de moi-même, me consacrer à la lecture, la natation, participer à des événements, ce genre de choses. Et comment ça se passe avec ton mari? Est-ce que dans tout ça, vous arrivez à trouver du temps pour vous deux, juste vous deux? On crée le temps Wow. pour nous deux. Wow. On est planifié, Donc, on est organisé. lui aussi est dans le même mécanisme de planification et d'organisation. Non, je pense que lui n'est pas trop dans le mécanisme de planification, d'organisation, parce que moi, je m'occupe de cet aspect-là dans le couple. On ne peut pas être tous deux pareils. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il me laisse la main. Voilà. Okay. Donc, en ce qui nous concerne, nous deux. D'accord. On va parler de... Je parle beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important, de la peau et de... Je me rappelle, il y a eu ce débat Femme Claire que tu as lancé, que tu as lancé récemment sur l'hypocrisie vraiment africaine, où on dit oui, black is beautiful, mais en fait tout le monde derrière en fait aime bien légèrement se dépigmenter. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas dû aussi à nos appréhensions du teint noir et de notre conception de ce qu'on voit sur le noir, ou de ce qu'on a tellement dit sur le noir, et qui a formaté peut-être nos mentalités? Déjà, les buzz, les buzz autour desquels ma communication se fait, c'est jamais moi qui les lance en fait. Wow. Bizarrement. Ça part toujours de quelque chose et moi, j'apprends à saisir les opportunités pour attirer l'attention sur mes services. C'est ce que je fais le plus, profiter des buzz pour attirer l'attention sur mes services. Donc déjà, sur ce buzz, j'ai juste posté un truc sans arrière-pensée. Après, l'ampleur que ça a pris m'a donné l'idée de créer une promotion autour, de parler de peau, etc. Et puis, avec ta contribution, pourquoi pas, on fera une communication qui rassemblera beaucoup de monde. Et puis, on va parler des dégâts que ça peut faire de se dépigmenter. Alors, à propos de ce buzz, il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié la peau noire, mais derrière, il y a beaucoup de personnes qui aiment plus les femmes claires. La peau noire, elle est très résistante. On dit black don't crack. Les noirs ne vieillissent pas. La peau noire avec la mélanine, c'est la peau qui vieillit le moins vite. Le moins vite, on dit. Voilà. La peau claire, elle est très fragile. Elle a besoin de beaucoup d'entretien, de beaucoup de soins. Parfois, plus de dépenses qu'on pourrait faire sur... on fait plus de dépenses sur la peau claire que sur une peau noire. Que sur la peau noire. Parce qu'on veut toujours maintenir l'éclat. Et avec le soleil qu'on a en Afrique, à Cotonou, ce n'est pas une évidence. Il faut avoir les crèmes solaires. Il faut faire son gommage régulièrement. Même quand on a eu une peau claire à travers nos gènes, il faut quand même l'entretenir pour toujours maintenir l'éclat. Donc, moi, dans mon travail, toujours, je dis, il n'y a rien sans rien. J'ai beaucoup de demandes pour des femmes qui veulent claircir.
Wow. Donc, je me dis, c'est un complexe. Elles sont noires de peau, mais elles veulent devenir plus claires. Et il y en a qui sont noirs de peau, mais très noirs de peau, qui veulent virer du noir au clair, Wow. sans prendre le temps de penser aux dégâts, parce que peut-être elles ont vu X ou Y faire ça, et le résultat les a plu, en oubliant que ce qui marche pour X peut ne pas marcher pour Y, Z. Donc, c'est peut-être un problème dû à la colonisation déjà, quand on remonte vraiment très loin à la colonisation et au culte du blanc, c'est ça. Où on se dit, tout ce qui est blanc est mieux que tout ce qui ce est que noir. fait le blanc est mieux. Parce que le noir a été peut-être diabolisé. Voilà, pendant de nombreuses années. On pense que, comme j'ai dit, il y a des choses qui se font ailleurs, qu'on aime faire chez nous, on aime copier. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir quoi copier et quoi ne pas copier. Et en matière de peau, c'est toujours conseillé de garder notre peau d'origine. C'est vraiment mieux juste pour de éviter l'entretenir, pour lui donner de la beauté. Même la peau noire a besoin d'entretien, parce que le changement climatique, la poussière, la fumée, l'âge, actuellement il fait aussi tellement chaud. La chaleur, tout ça agit sur la peau. Donc, toutes les peaux ont besoin d'entretien. Et c'est la dépigmentation qui est une mauvaise chose, parce qu'à la longue, ça conduit à tellement de choses, insuffisance rénale, cancer, etc. C'est vraiment pas intéressant. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui viennent chez toi et qui te disent qu'elles veulent devenir claires ou elles veulent... Bon, je pense que maintenant c'est gamme métis, c'est la mode. Qu'est-ce que tu leur conseilles en fait quand elles viennent vers toi? Il y a beaucoup de personnes que je ne prends pas le temps de conseiller parce que je trouve que ce n'est pas trop mon travail. Et il y a des experts, des psychologues, des dermatos qui sont plus formés pour ce genre de traitement parce que c'est un traitement psychologique en fait. Tu as beau conseiller quelqu'un, la personne va quitter chez toi, elle ira chez quelqu'un qui lui propose ce qu'elle veut. Il y a des personnes à qui j'ai dit non, tu as une belle peau, ne garde pas ta peau. Et un mois après, je les ai retrouvées en train d'utiliser des choses qu'il ne faut pas. Ça crée des dégâts et puis elles reviennent vers moi pour réparer les dégâts. Et elles dépensent plus pour réparer les dégâts. Il y a des femmes qui sont venues avec leur mari et les maris disent, je veux que ma femme soit un peu plus claire. Il y a des femmes qui viennent vers moi qui me disent, mon mari, ça dit à sa maîtresse, elle est claire. Donc ça veut dire qu'il aime les femmes claires, je veux claircir. Moi je dis, mais si tu as gardé dans la chambre comme tu es là, c'est parce qu'il aime aussi la femme noire, donc il aime les deux. C'est pas ça. Est-ce que c'est une affaire même de teint en fait? Est-ce que les hommes sont portés particulièrement vers les teints? On va leur demander. Parce qu'ils crient qu'ils aiment la peau noire, mais on se plaint, ils font beaucoup de choses qui font croire qu'ils aiment plus la peau claire. Ils veulent le panacher. Ils veulent le message clé. Ils veulent le jouer la nuit. Vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment une histoire compliquée. C'est vraiment une question de santé publique, comme on dit. Parce que ça a pris une ampleur qu'on ne peut pas contrôler. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se claircir la peau, qui veulent être un peu plus claires qu'elles ne le sont, parce qu'elles pensent que ça va leur permettre d'avoir plus confiance en elles, d'être mieux vues dans la société, d'accéder à des fonctions, d'avoir le type d'homme qu'elles recherchent. Voilà, de se mettre aux côtés du type de personnes qu'elles veulent fréquenter. La société les a tellement conditionnés, ainsi que c'est un gros manque de confiance. Donc c'est un travail qu'on doit faire sur la confiance en soi. C'est ça, sur la psychologie. Des femmes et des hommes. Changer la façon dont elles se voient, elles se perçoivent. Parce que si tu te vois mal, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas amener les autres à t'aimer, à t'apprécier. Donc si tu détestes déjà tout ce qui est toi, le reflet que tu vois dans le miroir, c'est pas possible que tu amènes quelqu'un d'autre à apprécier ce reflet de toi. Tu as envie de stigmatiser ça, de détruire ça, de voir une autre personne carrément en fait. Donc c'est surtout un problème de confiance en soi et d'amour de soi. C'est ça. Et si nous allons sur ce domaine,
est-ce qu'en Afrique, en fait, les femmes on a l'impression que les femmes n'ont pas assez de confiance en elles. Je ne sais pas si c'est notre éducation. Et on a l'impression que les femmes sont reléguées au rôle plus d'épouse, de mère, que de leader. Ou, genre, c'est comme si les femmes ne peuvent pas être forcément leader. Quand on regarde par exemple même le 8 mars, enfin en Afrique, on a l'impression que c'est une fête littéralement. Et cette fête est réduite en fait au rôle de la femme dans la société comme la mère. Mais comment, alors que toi tu es par exemple un entrepreneur, et comment est-ce que cela se fait et comment est-ce que cela peut changer? Comment est-ce que cette mentalité peut évoluer afin de donner aussi aux femmes l'occasion ou la force en fait? Où est-ce que toi tu as tiré la force de pouvoir te lancer, d'entreprendre et de te prendre en main? Déjà, je pense que les choses changent. Notre génération est déjà une génération de femmes leaders, de femmes qui entreprennent, de femmes qui brisent les codes, contrairement aux générations passées dans lesquelles on retrouvait plus de femmes confinées dans le rôle d'épouse, de mère, etc. Les femmes aujourd'hui, même qu'elles sont épouses et mères, elles essaient quand même d'avoir des activités génératrices de revenus, de se battre. Et c'est connu que les femmes africaines se battent pour s'en sortir. C'est connu. C'est juste que, comme tu l'as dit tout à l'heure, elles sont multitâches. Et les tâches liées au fait d'être épouse, d'être mère, prennent le dessus par rapport aux tâches liées au travail. Parce que même avant, il y avait nos mamans qui vendaient au marché, qui arrivaient à construire des maisons, à envoyer leurs enfants étudier à l'extérieur, à soutenir leur mari dans le paiement de factures, etc., en silence. Et on ne montrait pas le rôle d'entrepreneur ou de commerçante au-dessus du rôle de maman et d'épouse. C'est juste ce qui fait qu'on remarque cette différence aujourd'hui, parce que les femmes aujourd'hui veulent plus mettre en avant le rôle de femme égale à l'homme, etc. Moi, je me sens pas égale de l'homme parce que j'aime bien être une femme soumise qui dépend entièrement de l'argent de son homme. Ah, surtout l'argent. Surtout l'argent de son homme. C'est très important. Mais actuellement, la génération actuelle montre un autre visage de la femme. Et je pense que avec les générations futures, ça va encore s'améliorer. C'est une question d'éducation. Nous allons éduquer nos enfants dans ce sens et eux, ils vont éduquer leurs enfants dans ce sens. Nous, en tout cas, moi, j'ai été élevée par une maman, par des parents qui m'ont montré que le travail est ton premier mari. Donc, si nous, on a été éduqués dans ce sens, ça démontre pourquoi notre génération est plus axée sur le travail, l'entrepreneuriat. Parce qu'on nous a toujours dit, le travail est ton premier mari. Même avant de te marier, il faut avoir quelque chose, une source de revenus. Tu ne vas pas en mariage en espérant que tout va venir de l'homme et que tu vas te croiser. Mais on remarque même que les hommes maintenant, ils ne sont pas dans le rôle de pourvoyeur, être le seul pourvoyeur. Parce qu'ils savent qu'on travaille. Mais le pire, en fait, ce que je remarque, c'est qu'ils ne veulent pas être les seuls pourvoyeurs, mais ils ne veulent pas participer aux tâches de la maison. Mais comment on peut expliquer ça? C'est-à-dire que avant, on savait que l'homme, il va chercher l'argent, il fait tout. Et la femme, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la nourriture. Mais maintenant, l'homme veut que, nous sommes tous les deux pourvoyeurs. Même si tu pourvois à 20% et qu'il pourvoit à 80%, tu dois pourvoir, sinon, il va commencer à s'énerver, commencer à te trouver des défauts. Mais il veut rentrer aussi, avoir sa nourriture prête sur la table à l'heure. Alors que même peut-être souvent vous rentrez ensemble. C'est-à-dire que peut-être il va te chercher, vous rentrez, et lui va se mettre devant Champions League et il va s'attendre que toi tu sois à la cuisine. À la cuisine. Mais comment on peut s'en sortir dans ce genre de conditions? Déjà, ce n'est pas tous les hommes qui agissent comme ça. Moi, je prends mon cas, je ne vis pas ça. Je pense que mon argent, c'est mon argent qui est réinvesti dans le développement de mes activités, de mes projets. Mon homme, il a toujours rempli son rôle de pourvoyeur. Et puis l'autre chose, je pense que les combats que nous menons pour l'égalité homme-femme sont des combats à double tranchant. C'est ça, ça nous dessert. Ça nous dessert. Donc les hommes aussi, ils ont compris ça. Puisque vous voulez l'égalité homme-femme dans l'attribution des salaires, le droit de vote et tout, donc prenez tout en fait.
Non, mais Faisons, si c'est faisons cette égalité, c'est-à-dire que normalement, à la maison, il doit y avoir égalité. Mais non, malheureusement, on ne et remarque pas ça. il y a des hommes qui le font quand même, mais qui aident. Je pense que tout part de l'éducation. Mhm. S'ils ont été éduqués dans une famille où ils ont toujours vu la Là. fille aider maman à la cuisine et Et le puis garçon au salon à ne le rien faire. garçon, voilà, ils vont grandir comme ça. C'est pas, on n'éduque pas les adultes. C'est C'est ça. pas 35, 40 ans qu'on va vouloir dire à un homme, il faut aider ta femme à la cuisine, Donc, c'est une etc. affaire. En fait, à chaque fois qu'on discute, je me rends compte que le background, en fait, l'environnement dans lequel C'est très une personne a important. grandi C'est très détermine en important. fait la qualité de Si la nous, personne. on éduque nos garçons de sorte à ce qu'ils sachent qu'un garçon aussi peut faire les tâches ménagères, Mhm, peut-être nettoyer les assiettes quand maman lave les mhm. assiettes ou aider avec la pelle à ramasser Les ordures, les ordures, etc. Il va grandir dans, dans, dans l'idée qu'il faut dans le faire. l'idée qu'il faut le faire et ce sera plus facile pour lui d'aider sa femme plus tard. Ouais, Parce que les garçons, parfois, ils s'en vont faire des études loin, mais il n'y a pas de copine à côté ou maman à côté ou c'est leur ça. soeur à côté pour faire. Ils se débrouillent. Ça veut dire que quand ils veulent, ils Ils peuvent le le font. faire. Mais quand ils sont dans un environnement où ta femme est à côté, il y a peut-être une domestique, il y a ta grande fille qui est là, il va se dire, mais qu'est-ce que j'irai foutre à la cuisine? Mhm. Si quelqu'un vient me voir en train de faire ça, c'est qu'ils vont penser peut-être que ma femme m'a Mais bassé ou c'est quelque peut-être chose comme ça, en ça. fait, le fait que peut-être il y a cette mentalité où quand tu viens Le voir ton regard de frère, la voilà le société. regard des autres, on se dit que oui, et si les gens me voient en train de le... Alors que c'est plutôt quelque chose de normal. Je trouve que c'est quelque chose de normal. Bon, je La ne dis pas société que nous on doit être tous à conditionne, la cuisine, hein. la société nous Voilà. conditionne pour beaucoup de choses en fait. Le regard de la société est tellement pesant que Mhm. les choses les plus simples qu'on peut faire, on ne les fait pas parce qu'on a peur du qu'on dira-t-on. C'est ça. Je pense que c'est ça franchit peut-être du regard de la société qui détermine où est-ce qu'on peut aller ou aussi veut qu'on puisse aller dans la répartition des Des rôles. tâches, oui, des rôles, des tâches. Et tes garçons, comment tu les éduques? Vu qu'il n'y a même pas de filles à la maison, tu es la seule femme. Comment est-ce qu'ils sont Je éduqués? suis la seule femme et ils ont une dada hein, qui m'aide beaucoup, Mhm, j'avoue. Euh, Éducation classique et il y a beaucoup de choses que je pense que le père fait mieux que moi. mhm. Moi, je suis la maman un peu carrée, Wow. un peu, euh, comment est-ce que je dis, un peu sévère. Mhm. Et ils ont un papa Donc, qui c'est est, papa qui est gâteau, bon, pas gâteau, mais il discute plus, plus il avec eux. communique plus, il Wow. explique mieux les choses Chose. et ils comprennent plus vite quand c'est lui qui Wow. explique. Moi, il faut parfois le ton monte et Mhm. papa me dit non, baisse le ton, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, je pense que j'éduque mes enfants avec la personne qu'il faut Ouais. pour m'aider à En leur fait, donner, l'équilibre, il y a l'équilibre. voilà, une bonne éducation. Euh, pour le moment, l'éducation est plus basée sur tout ce qui est relatif à l'école, Mhm, les connaissances de la vie, mhm. le respect des L'autre. autres, la politesse, la religion Mhm. surtout, Oui. comment doit se comporter un bon musulman vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres Les autres. religions, etc. Connaître les bases de la religion. Et puis, on parle un peu, quand ils regardent des dessins animés, je regarde avec eux, quand Mhm. ils tirent les enseignements ou quand ils lisent les Les livres, livres. enfin le plus grand, je lui demande de me faire un résumé et quand il y a un enseignement à tirer, on Mhm. discute autour de ça. Les tâches ménagères, pas vraiment. Il a envie d'aider parfois. Il range ses affaires. Il range bien ses affaires. Il Wow. plie ses choses. Il sait qu'il faut plier. Mhm. Il prend sa douche. Il sait qu'il faut ranger ses trucs après avoir pris sa douche. Et Mhm. ses assiettes après avoir mangé. Personne ne va débarrasser à sa Wow. place. Et il aide autant qu'il peut quand même. Il y a de petits trucs sur Donc, il lesquels sait déjà que il a à le faire et qu'il n'a pas forcément à attendre que la dada le fasse à sa mais place et surtout tout pas ça. ça. C'est moi qui emploie la dada, c'est pas lui. Parce que aussi le piège de notre société quand on a les aides à la maison, c'est Mhm. que même nos filles et nos garçons, en fait, on se dit oui, ils vont à l'école, ils sont fatigués, ils doivent lire leurs leçons. Donc, on leur enlève la charge, en fait, du Mhm. travail domestique. Et je me dis que c'est peut-être une erreur que beaucoup de parents ont fait. C'est une grosse erreur. Si nous, on avait fait ça avec nous,
Peut-être c'est grave. les hommes de cette génération diront que nous ne sommes pas des épouses, des femmes mariables. Déjà qu'ils nous trouvent c'est ça. assez carré. La génération Donc, des jeunes n'en disconvient c'est pas. ça. Donc, ajoute ça là encore, tu ne peux rien faire en plus. C'est compliqué, c'est compliqué. On est dans une société où, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la femme a quand même un rôle à jouer dans ce qui concerne le ménage. Quoi qu'on dise, quelle que soit la façon dont nous sommes émancipés, quelles que soient nos études, quelle que soit notre carrière, quel que soit notre rang, la femme a un rôle à jouer en matière de ménage. Et en termes de caractère, parlons de la génération, je n'en disconviens pas. Beaucoup d'hommes se plaignent. C'est-à-dire que sur les réseaux, on dit oui, les femmes de maintenant, c'est toujours des jeunes, n'en disconviennent pas. Et c'est-à-dire qu'on a peut-être trop de caractère. Est-ce que ça veut dire que notre génération a oublié aussi le comportement de la douceur dans les relations humaines, où je pense que les femmes sont plus, peut-être parce qu'elles ont été trop brimées, elles sont devenues plus dures dans tout ce qu'elles font. C'est le combat que nous menons pour l'égalité des sexes, comme j'ai dit, qui est à double tranchant. Et qui fait qu'on oublie des choses de base. Parce que quand même, nos mamans, nos grands-mères nous ont éduqués dans le sens de la femme douce, qui accepte beaucoup de choses, qui accepte beaucoup les dérives des hommes. Et la génération à laquelle nous appartenons voit les choses autrement. Voit les choses en mode, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas accepter. Et ça fait ressortir en elle beaucoup de rage, beaucoup de colère, qui tait tout ce qui est douceur, qui tait tout ce qui est fragilité de la femme. Mais est-ce que c'est pas aussi dû au comportement aussi des hommes, de la société? En fait, on se dit qu'une femme doit tout supporter. C'est-à-dire, ton homme peut te tromper 10 fois, tu dois supporter, même s'il te manque de respect. Je doute que les hommes aient beaucoup changé à travers les générations. Ils sont pratiquement pareils, en fait, à travers les générations. Mais nos pères étaient plus respectueux. Moi, j'ai l'impression que nos pères je ne sais pas ce qu'on appelle plus respectueux. Je pense que la notion du respect varie d'une personne à une autre. Un père qui fait un enfant dehors et qui te ramène ça à la maison, est-ce que c'est du respect? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont appelé ça comme ça pour justifier le fait que les mamans acceptaient ça sans rien dire. Mais aujourd'hui, tu travailles, tu investis ton argent dans le foyer. Ton mari va faire un enfant dehors qui te ramène à la maison. Tu fais tes calculs. Ce que tu dépenses sur tes enfants, tu dois devoir couper ça pour dépenser aussi sur l'enfant qui vient et qui a peut-être sa mère qui a sa source de revenus ailleurs et qui n'investit pas dans tes enfants à toi. Donc ça fait qu'on ne perçoit pas le respect de la même façon. Avant, peut-être, c'était le père qui était totalement pourvoyeur, peut-être. Ou la mère, c'est le père qui a initié son commerce. Donc, elle se dit, les bénéfices, elle peut réinvestir facilement dans le foyer. Donc, elle se dit, oui, il m'a quand même respecté, il a ramené l'enfant, il n'a pas sali mon nom, mon honneur. Est-ce que ce n'est pas sali? Parce que de toute façon, quand l'enfant est là, c'est la preuve, en fait, tu as la preuve vivante tous les jours devant toi de son infidélité. C'est pour ça que je dis que la notion de respect est relative à travers les générations. Ce que les autres appelaient respect, peut-être c'est ça, nous on appelle manque de respect. Manque de respect. C'est ça. Les hommes ont très peu changé à travers les générations. Mais les femmes ont évolué. On a évolué, on veut revendiquer beaucoup de choses, on veut revendiquer notre place dans le foyer, dans la société, et avec tous les rôles qu'on joue déjà, je pense quand même que ce qu'on revendique, c'est beaucoup. Je ne sais pas si on pourra gérer. Mais on n'a même pas encore la moitié même de ça, en fait. Parce que je me rends compte que oui, on revendique beaucoup de choses, mais on n'a pas, même pas le cas, en fait, de ce qu'on revendique. Qu'est-ce que tu revendiques? Mais moi, je me dis, en fait, que je ne me définirais pas comme une féministe. Mais je dirais que les féministes, celles qui ont lutté pour nos droits, elles nous ont donné la facilité de beaucoup de choses. Et que ce serait dommage de perdre ces avantages-là. Moi, je parle plus d'équité que d'égalité. Pourquoi? Parce que je me rends compte... On a le droit de vote, on a le droit à l'éducation, même si ce n'est pas
totalement comme on souhaiterait, qu'il y a toujours beaucoup de filles qui ne vont pas à À l'école l'école. et qui sont confinées aux tâches ménagères, Voilà. surtout dans les villages, etc. On a, pour le même travail fourni, on a pratiquement les mêmes salaires. Pratiquement. Oui. C'est très important d'insister Mais sur ce mot pratiquement. Tu sais, Olaïton, je te promets que les femmes ont beaucoup d'avantages qu'elles ignorent. Pour avoir travaillé à l'aéroport, nous, les femmes, dans notre département, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et on avait droit au congé de maternité. Les hommes, pendant ce temps, travaillaient toujours. Très bien. Parlons des congés de maternité. Je pense que non, faut pas trop les acculer. Faut pas trop faire comme si c'est eux les gentils et c'est nous les victimes. Même quand on est féministe, il faut quand même avoir un regard tendre envers ces gens-là aussi. Parlons des congés de maternité. Parce qu'ils ne sont pas les méchants. Mais non, c'est pas une lutte. Je me dis que c'est pas une lutte homme contre femme. Ce serait dommage de voir ça. Je voulais même rajouter, on a le droit à la propriété. Il y a des femmes qui achètent leur terrain, qui construisent elles-mêmes. Sans même des fois que le mari ne soit informé. C'est ça. Il n'y a personne qui nous interdit ça. Donc, on a quand même quelque chose. Ce qu'elles ont lutté pour qu'on ait là, je pense qu'on est en train d'avoir ça. Oui. Hein? Avec le temps, ça va s'améliorer. Mais sachons nous réjouir de nos petites victoires. Sachons être heureuses pour ce que nous sommes en train d'obtenir. Ça nous conditionnera à plus apprécier ce que nous obtiendrons après. Parce que si chaque fois on doit estimer que non, on n'a rien obtenu, c'est pas juste envers celles qui ont mené le combat et envers ceux qui militent pour que nos droits soient quand même respectés aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui militent pour ça. Oui, et on ne leur reconnaît même pas ça. Souvent, on se dit, oui, nous sommes des... Moi, je ne suis pas féministe. Mais moi, je pense que... je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire pour les femmes en termes d'équité, que ce soit professionnellement ou dans le cadre de la famille. Parce que la charge mentale et psychologique qu'il y a sur une femme, les hommes cherchent l'argent et on ne s'en rend pas compte que c'est très difficile de chercher l'argent. Sauf quand tu es dans un foyer monoparental, là, tu comprends à quel point c'est dur, en fait, de chercher l'argent et d'être là. Mais il y a une charge mentale qu'on ne dit pas sur les femmes. Et c'est peut-être ça qui fait que de notre génération, nos petites sœurs sont plus ancrées maintenant sur l'argent. Parce qu'on se rend compte que nos petites sœurs, elles veulent, je ne sais pas si c'est la génération d'influenceurs ou TikTok qui fait ça, mais elles sont ancrées sur une vie de facilité, ou je ne sais pas ce qui a provoqué ça en fait en elles. Le fait qu'elles se disent que oui, nous on se bat. Mais elles sont là, elles attendent que l'homme leur fasse momo. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça? C'est leur façon de se battre aussi à elles. Ah, ok, d'accord. C'est leur façon de se battre aussi à elles parce qu'elles vont dire aussi qu'elles réfléchissent, il faut qu'elles trouvent les arguments, les astuces pour demander de l'argent, tout ça. Ah, mais c'est vrai que ça doit demander beaucoup de réflexion de demander de l'argent. Si, et à chaque fois, à la même personne, il faut toujours avoir un truc nouveau, il faut toujours inventer une maladie ou un décès ou un truc vraiment rocambolesque. C'est un vrai combat. C'est une bataille de tous les jours, c'est pas facile. Franchement. Mais elles réussissent ça parce que, en fait, et des fois, en fait, les autres voient, surtout les influenceuses en griffe, quand elles montrent ce qu'elles vivent, les autres voient, les autres ont envie de le faire, alors que derrière, c'est pas toujours rose. On voit souvent que, en fait, la vie est plus une vie de paraître qu'une réalité. Il y a beaucoup de choses qui partent de l'éducation. Beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas grandi dans un environnement où il y avait déjà les réseaux sociaux. C'est vrai. Il n'y avait pas Internet. Nous, on a connu Internet, les téléphones en 2005. J'ai eu mon premier téléphone peut-être en 2006. Et il n'y avait même pas Facebook, WhatsApp, TikTok, etc. C'était vraiment SMS, des choses basiques. Donc, on n'a pas été très tôt influencé par ces choses. Ça nous a amené à travailler, à aller à l'école, à avoir un emploi, à travailler pour obtenir ce qu'on voulait. La génération de nos petites sœurs est venue dans un monde où il y a beaucoup de pareil, de bling-bling, beaucoup de personnes qui montrent beaucoup de choses sans montrer la source exacte de revenus et montrer la possibilité de retracer
cette source de revenus. Elles sont, est-ce que je vais dire naïves, mais elles sont peut-être trop pressées, elles veulent tout Ou avoir trop très exposé vite. aussi à trop de choses à la Voilà. fois. Wow. Non, il y a eu toujours eu les expositions à trop de choses. Quels que soient les fléaux de la société, ça a traversé les temps. Oui. Mais c'est la mentalité et l'éducation surtout. Donc, en fait, Qui est ce que je comprends, qui est c'est remis en vraiment cause. revenir à une bonne éducation. C'est-à-dire que les parents... En fait, cette affaire d'éducation, ça me renvoie toujours à un thème. Est-ce que c'est pas le fait que maintenant tous les parents sortent travailler? Du coup, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Parce que la maman est fonctionnaire, le papa peut-être est fonctionnaire, et on revient tout ça, on sort tôt le matin à 7h30, on revient à 19h, 20h. Là, on a raté la journée de nos enfants. D'où la Et les week-ends, on est nécessité, dans les obligations familiales. d'où la nécessité d'être bien organisé pour Oui. accorder le temps de discussion, pour apprendre à connaître son enfant, même si on ne connaît pas totalement son enfant. Parce qu'il y a des enfants qui montrent un visage à l'intérieur et un visage à l'extérieur. Et il y a aussi les mauvaises fréquentations qu'on doit... Quand on apprend à discuter avec nos enfants, on connaît à peu près leurs fréquentations. Et on apprend, j'en fais venir ces fréquentations à la maison pour voir de quelle moralité ils sont. Quand un enfant parle trop d'un ami ou d'une amie, savoir c'est qui cet ami, c'est qui ses parents, c'est dans quel milieu cet ami grandit, évolue. C'est des choses que nos parents faisaient avec nous. Oui, quand tu avais un ami dans le temps, un camarade, une camarade de classe, tu l'as fait venir à la maison, tu le fais venir à la maison, soit pour étudier, soit pour manger, soit pour les sorties en famille. Et souvent, les parents se connaissaient, les parents étaient amis. Oui. Donc, ils savaient quelle éducation ton ami avait reçue. Ils savaient qui tu pouvais fréquenter. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps pour ça, pour connaître. En fait, tous les parents ne le font plus. Donc, ça laisse aller, la jeunesse a beaucoup de choses, a beaucoup de dérives. Et les réseaux sociaux aussi n'aident pas. Parce qu'il y a beaucoup d'amis virtuels. Oui. Beaucoup d'amis virtuels qui, sans les avoir jamais vus, peuvent t'amener à faire beaucoup de choses, à te mettre dans des groupes pour faire beaucoup de choses en fait. Et tu ne les as jamais vus. Donc tes parents ne les ont jamais vus. Et c'est même pas leur vrai nom en fait. Parce qu'il y a des pseudos sous lesquels ils peuvent se cacher. Donc, c'est des personnes qu'on ne pourra jamais connaître. Donc, il faut revoir le modèle d'éducation, déjà nous-mêmes, pour les générations à venir, et revoir le modèle d'éducation dans lequel nos frères et sœurs ont grandi et baignent pour pouvoir comprendre ce qu'ils sont en train de nous montrer actuellement. Et ils nous montrent, hein. Ils nous montrent. Est-ce Près qu'on est nos yeux prêt? pour voir. Je te remercie vraiment pour ce moment de partage. Merci à toi pour l'invitation. Donc, nous te disons merci et nous espérons quand même. Bon, peut-être que tu vas revenir. Voilà. Peut-être après le carême. D'accord.